Alors, un contrat a été conclu entre un propriétaire et un locataire. Il s'agit donc d'un contrat de bail qui porte ici sur un logement social. L'énoncé vous indique très clairement la date de conclusion de ce contrat, le 8 janvier 2024. Dans un cas pratique, il faut toujours faire très 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 attention aux dates qui vous sont indiquées, notamment pour l'application de la loi dans le temps. Mais tout ne va pas se passer comme prévu puisque le locataire va finir par avouer qu'il séjourne en réalité sur le territoire français de façon irrégulière. Pourtant, il est vrai que tous ces documents avaient l'air authentiques, donc forcément le propriétaire tombe des nues. Et l'énoncé vous indique que l'article R 441-1 du Code de la construction et de l'habitation interdit pourtant l'accès à un logement social aux personnes qui ne séjourneraient pas de façon régulière sur le territoire français. Alors évidemment, hein, le propriétaire va demander au locataire de partir des lieux, sauf que le locataire va refuser. Il veut rester dans son logement social. Alors le propriétaire ne compte pas se laisser faire, il veut récupérer son logement, et là on vous demande: que peut faire la société, donc propriétaire du logement social, pour pouvoir récupérer son logement? Alors, l'étape du brouillon, vous allez vous constituer une petite trame intellectuelle. Vous savez, en l'espèce, qu'un contrat a été conclu, d'accord? Donc, vous notez qu'un contrat a été conclu. Donc, que faire quand un cas pratique vous énonce qu'un contrat a été conclu? Vous allez vous référer tout simplement à votre cours sur le droit des contrats. Et c'est parfaitement logique, vous n'allez pas aller puiser vos connaissances dans la partie du cours qui traite de la responsabilité extracontractuelle ou la partie du cours qui traite, du droit de la preuve. C'est complètement hors sujet. Vous voyez bien qu'un contrat a été conclu, on vous a enseigné le droit des contrats, c'est pas pour rien et c'est le moment d'utiliser vos connaissances. Et je vous le redis, dans le droit des contrats, tout est une question de logique. Évidemment, il y a la méthode, et cetera, mais la logique, c'est un point fondamental et je veux vous rassurer, je veux que vous décompressiez. On se prend pas la tête, pas de pression, tout est une question de logique, donc tout va bien. Vous posez les choses à plat et ça va se passer comme sur des roulettes. Maintenant, on sait qu'on doit aller piocher nos connaissances dans la partie du cours, relative au droit des contrats. D'accord, très bien, mais en l'espèce, le contrat, quel est le problème? Est-ce que c'est un problème de formation du contrat, de validité du contrat? Est-ce que c'est un problème qui est lié aux effets du contrat? Ou est-ce que c'est un problème d'exécution du contrat? Tout ça, je ne le sors pas de mon chapeau, c'est le plan de votre cours. Quand vous étudiez le droit des contrats, vous étudiez la formation, la validité, les effets, l'exécution. Il s'agit donc de voir qu'est-ce qui correspond en fait le mieux avec votre énoncé. Alors, on va résoudre le cas pratique ensemble et évidemment, on va se poser la première question: est-ce que c'est un problème lié à la formation du contrat? Non. En l'espèce, l'énoncé ne vous indique pas qu'il y a un problème d'offre, d'acceptation, d'avant-contrat, c'est-à-dire de pacte de préférence ou de promesse unilatérale. Donc, on peut passer la formation du contrat, ça ne nous concerne pas, on passe à l'étape 2. On se pose alors la question: est-ce que c'est un problème éventuellement de validité du contrat? Oui, en l'espèce, clairement, oui. Pourquoi? Vous savez que pour qu'un contrat soit valable, il faut que certaines conditions soient remplies. Voilà, le consentement des parties, la capacité des parties et un contenu licite et certain. Et on sait que le propriétaire pensait conclure un contrat avec un locataire en situation régulière, de sorte qu'il pouvait bénéficier donc d'un logement social. Mais il s'avère que le locataire a menti. L'énoncé vous le dit, vous avez vraiment tous les éléments pour bien comprendre la situation. Donc on vous dit que le locataire a menti au propriétaire. Et s'il a menti, c'est pas pour rien. Si le locataire avait été honnête envers le propriétaire, jamais de la vie il n'aurait pu obtenir ce logement social. Donc il a menti délibérément au propriétaire pour pouvoir obtenir un avantage qui est donc le logement social, alors qu'il n'était pas légalement en droit de l'obtenir, puisque comme vous le savez, l'énoncé vous a indiqué que la loi interdisait l'accès aux personnes qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire français. Vous comprenez donc bien qu'en face, le propriétaire, enfin le consentement du propriétaire a été vicié et c'est sur ce terrain-là que nous allons devoir traiter
le cas pratique. Mais on ne va pas s'intéresser ici uniquement aux vices du consentement. N'oubliez pas, dans un cas pratique, il faut toujours balayer l'ensemble de votre cours, de sorte que vous puissiez envisager tous les fondements possibles, applicables à votre espèce. Du coup, certes, ici, on va pouvoir étudier les vices du consentement, mais n'oubliez pas d'évoquer le contenu du contrat. En effet, le locataire a conclu ce contrat de bail pour obtenir un avantage, qui est le logement social, alors qu'il n'était pas légalement en droit de l'obtenir, on l'a dit précédemment. Qu'est-ce qu'il a fait, le locataire? Il a poursuivi un but illicite. Donc, vous allez devoir vous concentrer également sur le contenu du contrat et plus spécifiquement sur le but illicite. Votre question de droit. Je vous donne un petit exemple, mais vous pouvez la formuler comme vous voulez. Un bailleur peut-il demander l'annulation d'un contrat de bail dès lors que le locataire n'était pas légalement éligible pour conclure un tel contrat? Alors juste une petite précision, on va parler d'annulation du contrat. Pourquoi on parle d'annulation du contrat? C'est ce qu'on va voir après. Mais avant de répondre à votre question de droit, il va falloir déterminer le droit qui lui est applicable. Donc en gros, dans votre copie, vous allez faire votre bref rappel des faits, ensuite vous allez poser votre question de droit, et avant d'y répondre, vous allez faire un petit focus sur le droit applicable. Par exemple, en une phrase, ça peut être, «Au préalable, il conviendra de déterminer le droit applicable à cette question» ou «le droit applicable à ces différentes questions», si vous avez plusieurs questions de droit. Voilà, une petite phrase suffit. Votre copie est structurée et ça permet au correcteur de vous suivre convenablement. Sur le fond, vous savez que pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les anciennes dispositions du code civil s'appliquent. Pour les contrats conclus entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2018, il faut évidemment appliquer les dispositions du code civil telles qu'elles résultent de la réforme de 2016, hein, de l'ordonnance de 2016, mais aussi les dispositions interprétatives de la loi de ratification de 2018 qui, elles, vont être applicables aux contrats conclus après le 1er octobre 2016. Ensuite, pour les contrats conclus à compter du 1er octobre 2018, très simple, les dispositions du code civil telles qu'elles résultent toujours, hein, de l'ordonnance de réforme de 2016 et de sa loi de ratification de 2018 s'appliquent. Donc, vous avez 3 séquences temporelles qu'il faut parfaitement maîtriser pour appliquer le bon droit. Donc là, vous allez faire votre petite majeure. Vous savez que le contrat, il a été conclu en janvier 2024. Donc, votre majeure va être, par exemple, hein, les nouvelles dispositions du Code civil telles qu'elles résultent de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016, modifiée par la loi de ratification du 21 avril 2018 et de l'article 16 de cette loi, s'appliquent aux actes juridiques conclus à compter du 1er octobre 2018. Vous allez faire votre petite mineure. Donc, en l'espèce, le contrat de bail a été conclu entre le propriétaire et le locataire le 8 janvier 2024, soit après le 1er octobre 2018. Maintenant, la conclusion, majeur, mineur, conclusion, syllogisme habituel, pas de problème. Vous allez conclure que le contrat de bail est par conséquent régi par les nouvelles dispositions du Code civil qui résultent de l'ordonnance de 2016 et de sa loi de ratification de 2018. Là, vraiment, aucune difficulté. Le contrat a été conclu en 2024, quelques années après 2018. Donc, je vous rappelle, hein, vous avez des séquences temporelles à bien maîtriser. Vous savez que à partir de 2018, donc les nouvelles, dispositions vont s'impliquer. Franchement, pas de problème ici, c'est tout simple. Alors maintenant, il faut répondre à votre question de droit, évidemment. Pour ce faire, vous allez faire une petite phrase introductive pour évoquer toutes les causes possibles de nullité d'un contrat. Pourquoi? Rappelez-vous tout à l'heure, au moment de la question de droit, on a évoqué l'éventualité pour le propriétaire de demander l'annulation de son contrat de bail. Et je vous ai posé la question, pourquoi on parle d'annulation du contrat? En fait, l'énoncé est très clair. On vous dit que le propriétaire veut récupérer son logement.
Il veut pas de dommages et intérêts. Non, il veut juste récupérer son logement. Autrement dit, il souhaite la restitution de son bien. Et là, posez-vous la question, qu'est-ce qui va permettre au propriétaire en droit, au propriétaire ou en tout cas à un individu, d'obtenir une restitution? Eh bien ici, l'annulation d'un contrat. Et rappelez-vous tout le travail qu'on a fait en amont sur le brouillon pour balayer l'ensemble du cours et ainsi exclure ou pas certaines parties du cours. On a vu que la formation du contrat, ça ne nous concernait pas, c'est hors sujet, mais on s'est arrêté sur la validité du contrat. Et vous savez que la sanction des conditions de validité du contrat, c'est la nullité. Donc on pose l'article 1128 du Code civil, hein, c'est l'article pilier ici, qui dispose qu'il y aura nullité d'un contrat en cas de défaut de consentement des parties, capacité de contracter, contenu licite et certain. Vous posez absolument toutes ces causes de nullité de contrat. Alors pourquoi vous devez systématiquement évoquer absolument toutes les causes de nullité dans votre copie? C'est très simple, ça va permettre à votre correcteur de suivre votre raisonnement juridique. Donc il est indispensable d'évoquer toutes les causes de nullité, même si votre cas pratique, en réalité, n'implique pas nécessairement d'étudier, par exemple, le consentement des parties ou la capacité des parties. Mais vous allez devoir le faire et donc obligatoirement, toutes les citer, puisque ça va indiquer à votre correcteur pourquoi certaines causes de nullité peuvent être retenues, pourquoi d'autres non. Et donc là, vous avez fait votre petite majeure avec l'article 1128 du Code civil, vous déroulez toutes les causes de nullité et vous attaquez votre petite mineure. En l'espèce, l'énoncé ne permet pas de remettre en cause la capacité des parties, car il est silencieux à ce propos, mais il est possible de se demander si le contrat pourrait être annulé d'une part sur le terrain des vices du consentement, et plus précisément sur les fondements de l'erreur et du dol, et d'autre part sur celui du contenu licite et certain. On va étudier ensemble, grand 1, l'erreur. Petite précision, vous auriez pu très bien expliquer en amont que l'article 1130 du Code civil dispose qu'il y a 3 vices de consentement, l'erreur, le dol, la violence. Qu'en l'espèce, voilà, la violence, il n'y a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que l'énoncé n'en fait pas état. Voilà, et expliquer qu'on va étudier tout ça sur le terrain de l'erreur et du dol. En tout cas, l'erreur ici, petite question, est-ce que le contrat, il peut être annulé sur le fondement de l'erreur? Vous allez mobiliser tous les articles nécessaires. Donc, vous savez que dans votre énoncé, le propriétaire a loué un logement à une personne qu'elle croyait être en situation régulière. Ce n'est pas le cas, elle a donc fait une erreur sur la personne et donc vous allez mobiliser tous ces articles qui, correspondent à vos faits. Tout d'abord, l'article 1130 du Code civil qui dispose notamment que l'erreur vicie le consentement si sans elle, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Ensuite, l'article 1132, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte notamment sur les qualités essentielles du contractant. Et enfin, l'article 1134 du Code civil, l'erreur sur les qualités essentielles du co-contractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. Alors, petit aparté rapide pour structurer votre copie. Si vous avez le temps, vous recopiez les 3 articles précédents dans votre copie, comme je l'ai fait, avec les numéros des articles et leur contenu. En plus de ça, vous allez les résumer. Il s'agit de ne pas paraphraser. Vous allez montrer que vous avez non seulement, certes, retranscrit les articles tels qu'ils sont écrits dans le Code civil, mais que vous les avez compris, donc vous reformulez. Vous allez pouvoir vous les approprier de cette manière et donc ça va vous permettre aussi, par la même occasion, de préciser les conditions nécessaires. Je vous ai mis un petit exemple, ça peut donner: ainsi, la personne qui invoque une erreur sur les qualités essentielles de son co-contractant doit démontrer que le contrat avait été conclu en considération de la personne, petit a, qu'il existe une erreur, petit b. Cette erreur doit être excusable, petit d. Alors j'ai mis le petit d ici pour que la phrase
voilà, elle soit agréable à lire et il faut que cette erreur porte sur une qualité essentielle du co-contractant, petit c. En revanche, si vous n'avez pas le temps ou alors que, voilà, cette partie du cas pratique est sur, très peu de points. Évidemment, vous allez pas rédiger de la même manière. Si votre cas pratique est sur, 8 points, vous allez devoir, faire les choses de façon, aboutie. En revanche, si la question, n'est que sur, 2 points, bon, vous allez être bref. Donc si vous n'avez pas le temps ou que le cas pratique ne nécessite pas vraiment, d'aller en profondeur, vous pouvez très bien dire qu'en vertu des articles 1130, 1132, 1134 du code civil, 4 conditions sont nécessaires, à savoir et là vous reprenez, la petite formule que je vous ai rédigée, ainsi la personne qui invoque une erreur sur les qualités essentielles de son co-contractant doit démontrer petit a, petit b, petit c, petit d et c'est parfait. Alors, les 4 conditions, du coup, vous allez faire votre plan, petit a, petit b, petit c, petit d. Plus votre copie va être structurée, aérée et claire pour le correcteur, mieux ce sera pour vous. Donc on a vu qu'il fallait 4 conditions. Celui qui invoque une erreur sur la personne doit démontrer premièrement que le contrat a été conclu en considération de la personne. Alors ça veut dire quoi? On a vu que, voilà, le contrat de bail porte sur un logement social. On a vu aussi que, la loi exige la régularité du séjour du preneur sur le territoire français. Donc, en l'espèce, le contrat a bien été conclu en considération de la personne du locataire, puisque, selon la loi, le bailleur ne peut pas louer le logement social à n'importe qui. Finalement, le contrat de bail, il a été conclu, par rapport à telle personne, parce que cette personne est censée être en situation régulière sur le territoire français. Un bailleur ne peut pas louer à n'importe qui son logement. C'est la loi et donc là, vous avez justifié, pourquoi et comment le contrat a été conclu en considération de la personne. Ensuite, on aborde la deuxième condition. Donc, il faut qu'une erreur existe, évidemment. La petite définition, l'erreur, c'est quoi? C'est une discordance entre la croyance de l'errance, l'errance, c'est celui qui se trompe, c'est celui qui a fait l'erreur, et la réalité. Donc en l'espèce, le propriétaire a cru, donc la croyance, hein, a cru que le locataire était en situation régulière et c'est la raison pour laquelle il a accepté de lui louer le logement social au moment de la conclusion du contrat. Donc il avait cette croyance. Mais en réalité, le locataire n'était pas du tout en situation régulière. Il y a bien une discordance entre la croyance du propriétaire et la réalité de la situation. Le propriétaire a donc bien commis une erreur. Troisième condition maintenant, il faut une erreur qui porte sur les qualités essentielles du co-contractant. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'erreur, elle doit porter sur une qualité non seulement déterminante du consentement des parties, je vous ai expliqué ce que ça voulait dire. Ça veut dire que sans l'erreur, le contractant n'aurait jamais accepté de conclure le contrat, ou il aurait accepté de conclure le contrat, mais sûrement à des conditions différentes. Et cette qualité doit être expressément ou tacitement convenue entre les parties. Plus précisément, sur la qualité qui doit être tacitement ou expressément convenue. En l'espèce, on sait qu'un contrat de bail a été conclu, on sait aussi que la loi prévoit que le locataire doit présenter certaines qualités pour qu'un tel contrat puisse être conclu. Et quelle est cette qualité? Eh bien, c'est celle qui tient à la régularité de son séjour sur le sol français. Puisqu'on sait que l'accès à un logement social n'est pas possible pour une personne qui ne séjourne pas de façon régulière sur le territoire français. Cette qualité, elle est forcément convenue, elle est nécessairement convenue entre les parties. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle est prévue par la loi. Voilà, il y a vraiment rien de compliqué. Ensuite, sur la qualité déterminante du consentement. En l'espèce, la loi interdit au bailleur de conclure un contrat avec une personne en séjour irrégulier sur le sol français. Puisque la conclusion d'un tel contrat supposait que le propriétaire enfreigne la loi. Il semble certain qu'il n'aurait pas pris le risque de le faire s'il n'avait pas fait d'erreur sur la régularité du séjour du locataire. Donc son erreur a bien été déterminante de son consentement. Ensuite, il faut que l'erreur, elle soit excusable.
Donc l'erreur ne doit pas être inexcusable pour pouvoir entraîner la nullité du contrat. En l'espèce, est-ce qu'il est vraiment certain qu'on puisse reprocher au propriétaire de ne pas avoir fait de vérification supplémentaire? C'est pas sûr. Le locataire, n'oubliez pas, lui a présenté des documents qui avaient l'air vraiment authentiques, donc on peut considérer que l'erreur était excusable, sous réserve évidemment de l'appréciation souveraine des juges du fond. Vous allez enfin pouvoir conclure. Vous allez pouvoir dire que les 4 conditions étant réunies, le propriétaire pourrait certainement agir en nullité du contrat sur le fondement de l'erreur. Grand 2, le dol. Le contrat peut-il être annulé sur le fondement du dol? Ici encore, vous allez mobiliser votre fondement juridique. C'est l'article 1137 alinéa 1 du Code civil qui dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Vous allez établir les conditions nécessaires. Par conséquent, pour établir un dol, 4 conditions doivent être réunies. Petit a, un acte de tromperie. Petit b, une volonté de tromper son co-contractant. Donc l'acte de tromperie, finalement, c'est l'élément matériel. La volonté de tromper, c'est l'élément intentionnel. Petit c, il faut que l'acte de tromperie émane du co-contractant. Et petit d, il faut une erreur déterminante du consentement de la victime. Alors, celui qui invoque un dol doit démontrer, premièrement, un acte de tromperie. On a vu que l'article 1137 du Code civil impose qu'il y ait eu des manœuvres ou des mensonges. Donc, la manœuvre, qu'est-ce que c'est? La manœuvre, elle constitue tout acte positif par lequel une partie va créer chez l'autre une fausse apparence de la réalité. C'est par exemple faire une mise en scène ou justement établir des faux documents. Le mensonge, quant à lui, c'est une fausse affirmation à l'égard d'un élément du contrat. Deuxième condition, la volonté de tromper son co-contractant. Alors, dans votre majeur, vous allez devoir expliquer les choses. La volonté de tromper son co-contractant, c'est vrai que c'est pas visé dans l'article 1137, mais néanmoins, on nous parle de manœuvre, on nous parle de mensonge, et ces notions impliquent forcément une intention de tromper. Vous êtes d'accord? Donc, nécessairement, on va devoir prouver la volonté de tromper. Ensuite, dans votre mineur, en l'espèce, le locataire a eu l'intention de tromper le propriétaire, puisqu'il a produit non seulement des faux documents, mais il a menti sur sa situation, dans le but d'obtenir un logement auquel il n'avait légalement pas le droit. Il savait très bien qu'en étant parfaitement honnête, le propriétaire ne lui aurait jamais donné à bail le logement. Ensuite, il faut un acte de tromperie qui émane du co-contractant. Donc, dans votre majeur, tout simplement, l'acte de tromperie doit émaner du co-contractant, l'auteur du dol. Mineur, en l'espèce, la manœuvre et le mensonge émanent bien du locataire, donc de l'auteur du dol. Conclusion, le propriétaire pourra parfaitement démontrer que cette condition est remplie, comme toutes les autres précédemment. Quatrième et dernière condition, il faut une erreur qui ait été déterminante du consentement. Alors, dans votre majeur, vous pouvez très bien dire les choses ainsi. L'erreur provoquée par le dol doit avoir été déterminante du consentement de la victime. Autrement dit, le dol qui a été subi par la victime doit l'avoir poussé à contracter. Sans cette erreur, elle n'aurait pas conclu de contrat, ou elle aurait certainement conclu le contrat, mais probablement à des conditions substantiellement différentes. Votre mineur, en l'espèce, l'erreur du propriétaire a bien été déterminante de son consentement puisque le mensonge et la manœuvre du locataire l'ont poussé à conclure le contrat. Donc, comme évoqué précédemment, il est certain que le propriétaire n'aurait pas conclu ce contrat s'il avait connu la réelle situation du locataire. Pour conclure, les 4 conditions étant à nouveau réunies, le propriétaire pourrait agir en nullité du contrat sur le fondement du dol. Aucune difficulté.
Grand 3, le contenu du contrat. Alors, est-ce que le contrat, il peut être annulé sur le fondement du contenu du contrat? Là encore, vous allez mobiliser dans votre copie les articles du code civil qui vont pouvoir s'appliquer. Donc, évidemment dans votre majeur, vous allez évoquer l'article 1128 du code civil. Le contenu du contrat doit être licite. On sait aussi que l'article 1162 du code civil prévoit que le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties. Votre mineur. Alors, en l'espèce, les stipulations du contrat posent pas vraiment de problème. Les stipulations semblent licites. En effet, le propriétaire, il s'est engagé à louer un logement social. Bon, pas de difficulté. En revanche, le locataire, lui, il a conclu ce contrat pour obtenir le logement, alors qu'il n'en avait légalement pas le droit. On a vu tout à l'heure, hein, il a conclu ce contrat pour obtenir un avantage, donc le logement, alors qu'il n'était pas légalement en droit de l'obtenir puisque la loi lui interdit. Manifestement, il a poursuivi un but illicite. Il a conclu ce contrat dans le but d'obtenir un logement social et donc ce mobile-là, le fait de vouloir conclure le contrat dans le but d'obtenir un logement social, ce mobile-là a été déterminant de son consentement. Donc là, vraiment le but du contrat est illicite, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Notre conclusion générale, alors là, c'est magnifique, notre propriétaire va pouvoir obtenir la nullité du contrat de bail, non seulement sur le fondement de l'erreur ou du dol, mais aussi sur celui de l'illicéité du but du contrat. Mais attention, votre cas pratique n'est pas du tout terminé. On a vu ensemble les causes de nullité du contrat, d'accord. On a vu que c'était super, que le propriétaire avait obtenu gain de cause, qu'il pouvait obtenir la nullité du contrat de bail sur tel fondement ou tel fondement. Super. On a la nullité. Il est possible d'agir en nullité. Très bien, mais quels sont ses effets? Si vous arrêtez là, ça va pas du tout parce que vous devez aller au bout de votre raisonnement juridique. Ne perdez pas de points bêtement, ce serait dommage. Donc, cause de nullité, ensuite, effet de la nullité. Et là encore, vous allez avoir des articles à mobiliser dans votre copie. Donc, concernant la majeure, on va évoquer l'article 1178 du Code civil, alinéa 2 et alinéa 3. L'alinéa 2 dispose qu'un contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. L'alinéa 3, quant à lui, dispose que les prestations exécutées donnent lieu à restitution, la fameuse restitution. Vous allez, pour être complet, évoquer l'article 1352 du Code civil, qui vous explique que la restitution d'une chose autre qu'une somme d'argent a lieu en nature. Mais si la restitution ne peut pas se faire en nature, alors elle, elle aura lieu en valeur, estimée au jour de la restitution. Ensuite, pour votre mineur, en l'espèce, le propriétaire devra restituer au locataire les loyers versés. Très bien. Le locataire, quant à lui, devra restituer le logement et la jouissance du bien. Il s'agit d'une restitution autre qu'une somme d'argent, mais la restitution en nature étant impossible, elle ne pourra s'effectuer qu'en valeur. Et c'est le juge qui va fixer cette valeur. Conclusion, le propriétaire pourra bien récupérer son logement. Et vous voyez qu'on a parfaitement répondu aux attentes du propriétaire, donc potentiellement de notre client. Il souhaitait récupérer son logement et on a tout fait pour et il l'a récupéré, c'est magnifique.